Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. T'es prête ? Ouais. Allez, top. Bonjour, merci de me recevoir et de m'accorder du temps. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Tu le sais, nous sommes dans l'inconnu, le podcast qui ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. Nous allons donc garder ton identité et ton métier secret durant notre échange. Ok, bonjour et merci pour l'invitation. Merci à toi de me recevoir. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Ah, cette grande question. Je vais bien. Je sors d'un cours de yoga ce matin, je vais très bien. Ah, ça, tu commences bien la journée. Ouais, C'est un bon tips. carrément. Je peux pas faire ça tous les jours, attention, ne racontons pas n'importe quoi. Mais quand je peux le faire, c'est sûr que ça met un ton à ma journée. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes sans trop en dévoiler ? Ah, nous sommes dans nos bureaux qui sont situés en plein cœur de Marseille. Je n'en dirai pas plus, sinon ça va trop en dire sur moi. Tu pourras le dire à la fin, t'inquiète pas. Je te propose de passer au hasard de la discussion. On a 6 thématiques. On a un dé. Les thématiques sont l'amour, le travail, l'amitié, la famille, le handicap, réussir sa vie. Je te passe ce dé. Oh là Lance là. et on part au hasard de la discussion. Quelle pression dans ce lancer de dés. Deux. Le travail. Ah bah évidemment. Il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard dans la vie. Que de la synchronicité. À quoi ressemble une journée de travail idéale pour toi ? Idéal. Je crois que dans ma journée idéale, il y a d'abord un moment où je suis seule. En tout cas, je suis dans le calme. Je peux réfléchir, poser, me dire tiens, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Voilà, d'essayer de démarrer ma journée pas trop happée par le flot des notifications, des réunions, des rendez-vous. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop. C'est souvent mon quotidien, mais je lutte contre ça. Et donc, voilà, ça, un peu de lecture, apprendre des choses. Voilà. Moi, j'estime que j'ai passé une bonne journée si je me couche moins bête. Okay. Et puis après, de l'interaction, soit avec des clients, soit avec des partenaires, soit avec mon équipe. Ça me nourrit beaucoup. Est-ce que tu arrives justement à mettre en place cette journée idéale tous les jours ? Ah non, tous les jours, non, ça serait mentir. J'y travaille. En tout cas, je me pose la question de quoi j'ai envie dans une journée et comment je peux faire en sorte que ça arrive. Après, je suis souvent happée par le quotidien et c'est pas toujours aussi idéal que j'aimerais. Okay, mais tu arrives quand même à te caler des sessions de yoga le matin. Ça m'arrive. J'ai travaillé pas mal ce sujet-là de gestion du temps en réfléchissant au time blocking, quoi. En gros, de me dire, d'essayer de réfléchir à des moments, de me dire, à tel moment, par exemple, je vais traiter mes mails, à tel moment, je vais faire de la veille, à tel moment, je vais travailler sur tel sujet ou tel sujet. Et je me rends compte que je suis souvent plus efficace que quand je papillonne. J'ai une petite tendance au multitasking et à avoir 55 fenêtres ouvertes en simultané. Et je me rends compte que quand j'arrive à me bloquer des temps, je me sens plus apaisée. Ok. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail ? Sans nul doute, le message qu'on porte, vraiment. C'est-à-dire que j'ai une histoire de vie qui fait que, autour de une trentaine d'années, j'ai fait un burn-out doublé d'une hernie discale. Bon combo. Voilà, ça m'a remis 2-3 choses en perspective. Et en fait, de ce jour-là, j'ai fait de ma mission de vie, si on part un peu dans l'ésotérique, de me dire qu'il fallait qu'on ait de l'humanité en entreprise, voilà, et de porter ce message, de la confiance en soi, parce que je pense que c'est très important. Moi, j'en ai parfois manqué. Confiance en l'autre, parce qu'on ne fait rien tout seul. Et confiance en l'avenir, ça, c'est vraiment une manière plus métaphysique, un peu cette foi qui te fait dire le matin que tout ira bien. Merci pour le partage. Je te propose de retirer le dé. On part sur une deuxième thématique. 1. L'amour. Allez. Non, je vais pas faire celle-ci. Quels sont les piliers de l'amour ? Si je te dis la confiance, c'est un peu téléphoné du coup, mais je crois que quand même ça... Pourquoi c'est téléphoné ? C'est pas si téléphoné que ça. Non, c'est vrai que c'est un peu mon sujet. Moi, je suis un peu monomaniaque sur ce sujet-là. Pour moi, la confiance, c'est vraiment au centre de tout. Mais je crois que le pilier de l'amour, c'est l'amour de soi d'abord, en fait. Voilà.
C'est-à-dire qu'on n'aime pas l'autre si on ne s'aime pas soi. Moi, je travaille beaucoup sur ces sujets-là en ce moment. C'est quelque chose, tu vois, d'ailleurs, ça me met en émotion quand je te le dis, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et je crois que l'amour, on voit, tu vois, dans la société moderne, cette dimension romantique, tu vois, les films, les séries, la manière dont l'amour est scénarisé, en fait, dans notre quotidien. Mais l'amour, pour moi, c'est pas ça. L'amour, alors déjà, il y a plein de formes d'amour, que ce soit amical, familial. Bon, l'amour, bien sûr, l'amour avec un grand A dans le partenaire, mais c'est plus compliqué que ça pour moi. Et l'énergie de l'amour, en fait, c'est ce qui doit tout guider. L'énergie de l'amour, c'est ce qui te fait te lever le matin, c'est ce qui te fait faire ton travail. L'énergie de l'amour, c'est aussi l'amour quand tu regardes, voilà, quand tu assistes à une scène dans la rue et puis que d'un coup, tu es envahi par cette empathie, cette plénitude. C'est ça l'amour. Cette émotion Oui. qui vient te toucher directement. Ouais, c'est une vibration, Ouais. je crois. Ouais, c'est vraiment ça, une vibration, et je l'oppose à la peur. Voilà. C'est-à-dire que soit tu vibres de l'amour, soit tu vibres de la peur. Et moi, j'essaye de vibrer de l'amour. Et quand tu vibres de la peur, comment tu fais pour vibrer de l'amour? C'est tellement compliqué. Je pense que c'est le travail d'une vie, et c'est le travail que je fais depuis pas mal de temps, et là, particulièrement cette dernière année. Je sais pas, j'ai peur, des fois. Hein. J'ai peur souvent même. J'essaye de rationaliser, en fait, de traverser ma peur, de me dire, ok, est-ce que vraiment, est-ce que ce que je crois, ce que mon mental me fait croire, est-ce que cette peur que je vois et que je pense réelle, est-ce qu'elle est vraiment, vraiment vraie? Donc tu traverses. Voilà. C'est ça, je pense que c'est déjà une bonne première étape de prendre conscience qu'on a peur et que c'est le mental, en fait, qui nous fait peur. Parce qu'en fait, il y a zéro raison d'avoir peur quand tu es dans l'amour, justement. Et donc de se dire, bon, ok, et rationnellement, quelle est l'émotion qui est liée à cette peur? Pourquoi j'ai cette peur? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi le besoin caché derrière cette peur? Comment je peux nourrir ce besoin de sécurité, par exemple? Et du coup, me défaire progressivement de la peur pour aller vers l'amour. Merci de ce partage. Est-ce que tu peux nous retirer le dé? 4. La famille. Ah, j'aime bien ce. Quelle est la meilleure leçon de vie que ta famille t'ait transmise? Il y en a plusieurs. De mon papa, j'ai appris l'indépendance. Voilà, il m'a dit, ma fille, tu ne dépendras pas d'un homme. Dans la vie, voilà, faut se donner les moyens. Il faut que tu aies un travail qui te plaise, qui te permette d'en vivre, et puis que tu puisses être autonome, indépendante, voilà. Et ça, c'est chouette parce que ça m'a donné ce petit feu qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas peur de grand-chose, et je me sens à peu près en capacité d'affronter tout ce que la vie m'envoie. Et de ma maman, j'ai appris de manière formidable à être dans l'humanité, dans l'empathie, à savoir, je pense que quand j'étais petite, il y avait j'avais pas mal d'émotions, et avec beaucoup de fluctuations dans mes émotions, et sans qu'elle le sache, ma mère, parce qu'à l'époque c'était pas trop à la mode, tous ces sujets-là dans l'éducation des enfants, elle nous a éduqués dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'éducation positive ou bienveillante, et en fait elle l'a fait tellement spontanément que moi je me suis construite avec une base affective très sécurisante, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, couplée avec cette indépendance apportée par mon père, je me sens, en fait, j'ai pas toujours une bonne estime de moi, mais en revanche je me sens capable de déplacer des montagnes, et j'ai ma base sécure, et j'essaye de reproduire ça aujourd'hui avec mon fils. J'hésite à te faire retirer le dé ou à une autre question sur le travail. Qu'est-ce que tu veux? Travail ou retirer le dé? Ouais, travail si tu veux. Allez, travail. Non, on était sur le travail. On était sur la famille. Pas du tout. Oui, Non, mais n'importe quoi, c'est moi qui bug. Une autre question sur la famille ou tu retires le dé? C'est ça que tu as envie de retirer le dé. Ouais, allez, vas-y. 3. L'amitié. Allez, va pour l'amitié. Est-ce que tu as beaucoup d'amis? Alors, quelle est la définition du mot ami? C'est moi qui vais te reposer cette question. Quelle est ta définition d'un ami? Alors, pour moi, un ami, c'est une personne avec laquelle il n'y a pas besoin de soutien. C'est une personne avec laquelle il n'y a pas d'enjeu. Moi, j'aime les relations équilibrées, et je pense que les amis, tu peux les avoir très loin des yeux et très près du cœur. Moi, je crois que mes vrais amis, je peux ne pas les voir pendant 4 ans, je peux ne pas les appeler pendant 4 ans, et je peux les revoir le lendemain comme si c'était la veille, comme si nous nous étions quittés la veille, et en même temps, être aussi en capacité, au moindre petit message, d'accourir, ou que l'autre accourt pour moi. Il y a vraiment cette notion, aujourd'hui, là aussi, j'aime
j'aime pas cette injonction de si t'as un ami, il faut être là tout le temps, il faut se voir tout le temps, il faut faire plein de choses ensemble. Je crois pas que c'est ça en fait. Je crois que c'est un peu, prends l'image du porte-avions, voilà, tes amis, ta famille, tes proches, en fait en général, c'est un peu tes porte-avions. C'est les endroits où tu peux aller atterrir en sécurité. Mais les porte-avions, ils sont là, et ils n'ont pas besoin de toi en fait. Ils n'ont pas besoin de toi pour faire leur chemin. Et en revanche, s'ils ont besoin de toi, ils peuvent t'appeler. Et toi, si tu as besoin d'eux, tu peux les appeler. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui fait que moi, je fais enrager mes amis. Parce que comme je passe beaucoup de temps au téléphone dans mon travail et beaucoup de temps sur l'ordinateur, etc., je suis après très déconnectée le reste du temps. Et je suis pas la plus douée pour répondre aux textos. Je réponds souvent aux textos dans ma tête. C'est un gros sujet de blague. Et ça marche ou pas? Non, parce que les autres ne reçoivent pas. Et du coup, la communication est un peu rompue. Tes amis sont pas télépathes? Non, malheureusement, je pense qu'ils devraient travailler un peu le sujet. D'ailleurs, je leur passe le message s'ils m'écoutent. Non, et du coup, c'est un sujet un peu de crispation parfois. Et moi, vraiment, je leur dis, bon, bah voilà, il y a deux règles. C'est que la première, c'est que c'est pas parce que je vous écris pas ou je vous réponds pas que je pense pas à vous. Et la deuxième, c'est que, en revanche, envoyez-moi un petit texto avec même un emoji warning, quoi. Et si vous avez besoin de là, tout à faire cessante, je peux débarquer. Ok. Et du coup, est-ce que tu as beaucoup d'amis? Ah, je crois, ouais. Ouais. Je crois. J'ai beaucoup de gens sur qui je peux compter. Alors après, voilà, il y a dans plein de cercles, dans plein d'endroits, certains que je vois beaucoup, d'autres moins. Mais oui, je crois que j'ai la formidable chance d'être très très bien entourée. On passe à la phase suivante. Texte à trous. Je commence les phrases. Et je les termine. Exactement. Allez. Ma plus grande source d'inspiration. C'est tellement dur ça. Mon fils. Ouais, il me fait grandir en fait, vraiment. C'est-à-dire, j'ai toujours travaillé sur moi, mais pas tant que depuis que je suis maman. Parce que de voir un petit être qui se construit, ça me donne à me construire moi-même avec ma petite fille. Tu peux nous partager un exemple? En fait, sur sa manière de voir la vie, un enfant, c'est dans la spontanéité permanente, c'est dans l'amour, en fait, puisqu'on parlait d'amour juste avant, c'est dans le plein amour. Et en fait, avec la construction de la société, on s'éloigne de ça. Et là, c'est hyper fort parce que, par exemple, mon fils, si je fais tomber un truc ou que je casse un truc à la maison et que je m'agace un peu, il va me dire « C'est pas grave, maman ». C'est pas grave, en effet. Tu as raison. Ok, merci. Ma plus grande leçon a été de... Je pense que c'est quand j'ai eu mon burn-out, quoi. Ma plus grande leçon, ça a été de toucher mes limites, de savoir qu'elles existaient et que c'était OK qu'elles existent. Et comment tu as fait pour sortir de ce burn-out, pour te reconstruire? Ça a été long. Ça a été long. Ça a été long et ça a été en repassant par des basiques. Je vais me lever le matin, je vais aller prendre une douche, je vais sortir dans la rue. Voilà. Et ça a été en remettant du sens aussi dans ce que je faisais parce que je crois que j'avais complètement perdu le sens. J'étais dans une fuite en avant un peu et je crois que ça a été le burn-out, mais ça aurait pu être bien pire en fait. Finalement, le burn-out, c'est un cadeau. Le fameux cadeau caché, quoi. Oui. Si j'avais su... Si j'avais su... Je ne serais pas venu. Alors, si j'avais su, j'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie. Je crois que j'ai vraiment pas beaucoup de regrets. Mais quelquefois, je me dis, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui sur justement cette question du chemin, sur cette question de se couper du mental et d'aller sur son moi profond, je crois que j'aurais été plus vite sur ce chemin. Et en même temps, c'est compliqué de dire ça parce que le chemin, il s'est fait comme ça parce que il devait se faire comme ça. C'est vrai que j'ai cette petite pointe de regret parfois de me dire j'aurais aimé qu'on me livre un petit peu cet enseignement avant. Et c'est pour ça que souvent, j'essaye dans les gens qui m'entourent, notamment les plus jeunes, de partager ça en fait. Voilà, de leur dire si j'avais si moi j'avais su ça, ça m'aurait aidé, en tout cas ça m'aurait permis d'aller peut-être un peu plus vite et peut-être du coup de moins souffrir sur le chemin. Mais est-ce que du coup, ce chemin n'était pas fait pour toi? C'est un peu toujours la même question et moi je suis pas quelqu'un de fataliste, je crois pas que les choses sont gravées dans le marbre, je suis fervente croyante du libre arbitre. En revanche, je pense que les choses se font dans un ordre qui est celui qui doit être et qu'on peut pas brûler des étapes et l'expérience ça ne se transmet pas en fait, ça se vit donc à partir de là, voilà, le chemin est comme il doit être. Il faut l'accepter. Oui. L'art de la simplicité, c'est... Je suis pas quelqu'un de simple. Beaucoup pourraient te partager. Les gens qui me connaissent te diront que je suis tout sauf simple. L'art de la simplicité. L'art de la simplicité,
c'est de prendre les choses comme elles sont. La simplicité, c'est de savoir que on ne change pas. En fait, il n'y a qu'une chose qu'on peut contrôler, c'est soi-même. Et moi, j'aime bien cette phrase de Gandhi qui est hyper galvaudée aujourd'hui, mais qui pour moi est très très puissante. C'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Parce que il n'y a que toi que tu peux changer. Et dans nos accompagnements, je dis souvent ça à nos clients, je leur dis, vous ne pouvez changer que vous. C'est pas la peine de me dire, oui, mais si un tel, il faisait pas ça, oui, mais si c'était organisé différemment. Non, toi, dans ce qui est en ton pouvoir, dans ce qui est en ta maîtrise, qu'est-ce que tu fais? Et on a tendance à être tout le temps dans un peu la victimisation, un peu le jugement, un peu l'accusation, et de ne pas prendre sa pleine responsabilité. Et moi, j'engage beaucoup les gens avec qui je travaille, que ce soit dans mon équipe ou avec nos clients, à prendre la responsabilité. Et justement, à arrêter de se dire, si, et si, et si. Mais non, il n'y a pas et si, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, toi, dans le contexte qui est celui-là? Parce que de toute façon, la vie, elle est ce qu'elle est, et tu ne peux pas changer. Et je crois que ça commence dans les petites choses du quotidien. Et un truc que j'ai travaillé récemment et qui est d'une puissance absolue, c'est comment est-ce que tu laisses couler les choses du quotidien. On vit dans une ville, Marseille, qui est quand même haute en couleurs, qui est fatigante par moments, moi que j'adore, mais je dis elle est attachante, quoi, vraiment. Et ben c'est comment typiquement les petits irritants du quotidien dans Marseille, ben tu les laisses te glisser dessus. Et moi je crois que maintenant c'est un truc et j'en suis extrêmement fière, j'arrive à faire ça. J'arrive à ne plus m'énerver pour des choses que je ne peux pas maîtriser et j'arrive à me dire mais je vais pas changer les gens en fait. Il garait en double fil, il a laissé son chien faire caca sur le trottoir. Oui, c'est très énervant, mais enfin, est-ce que ça change fondamentalement ma vie? Non. 2, est-ce que je peux y faire vraiment quelque chose? Non. Donc, je préfère me garder mon énergie pour des choses plus importantes. Et sur ce que tu peux faire toi et mettre en action. Oui. Ne pas déporter en fait le pouvoir de l'autre. Exactement. Ne pas donner mon pouvoir à l'autre. Ne pas déporter son pouvoir sur l'autre, mais garder ton pouvoir en toi. On s'en fait une dernière. Mon principal objectif dans la vie est... Je ne m'attendais pas à être autant chahutée ce matin dans cette interview. C'est post-yoga, c'est parfait. C'est ça, c'est bien. Alors, mon objectif, j'aimerais être en paix. J'aimerais atteindre la paix. Mais vraiment la paix de l'âme, tu vois, au sens, je suis sereine, parce que la vie, moi je crois pas du tout à cette mouvance du dev perso qui dit, faut tout le temps être bien, ou, tu vois, moi je fais du yoga, ok, mais bon, je mange pas des graines, enfin, tu vois, j'ai une vie normale avec ses hauts, avec ses bas, je suis entrepreneur en plus avec des hauts, avec des bas, mais en revanche, j'aimerais que ces hauts et ces bas ne m'atteignent pas autant, en fait. J'aimerais être être sur la mer, mais rester stable, quelle que soit la météo, quoi. Ok, belle référence. J'en dis pas plus, mais... On passe à la phase suivante, question d'un inconnu. Je demande à chacun de mes inconnus, invités, de poser une question aux prochaines inconnues. Ah! La question qui est arrivée hier, que fais-tu pour toi? Qu'est-ce que je fais pour moi? Pas assez de choses, je crois. Vraiment pas assez de choses. Qu'est-ce que je fais pour moi? C'est une question si difficile, mais elle devrait pas, hein, d'ailleurs. Ou pas, l'acceptation. Ouais. Peut-être que ce que je fais pour moi en ce moment, c'est de me demander qu'est-ce que je fais pour moi. C'est un peu, ça semble un peu bête dit comme ça. C'est le début du processus. Mais ouais, je crois que j'en suis là. J'en suis à me demander qu'est-ce que je fais pour moi et à mettre de la conscience, à allumer le projecteur sur le fait que je fais pas cette chose pour moi. C'est le début du processus. Voilà. Bon, c'est un bon début. On passe à la phase suivante, le non-sujet. Quel est pour toi un ou le non-sujet, le sujet qui t'énerve quand il arrive sur la table? J'en ai tellement des sujets qui m'agacent. Le non-sujet, genre, on devrait même pas en parler tellement c'est un non-sujet. C'est ça. C'est celui qui te... c'est pas possible. L'égalité homme-femme. Je ne comprends pas qu'on en soit encore là, en fait. Enfin, si, je comprends extrêmement bien les mécanismes qu'il y a derrière, mais ça me met dans une irritation. Le mot irritation, d'ailleurs, est bien trop faible. C'est un non-sujet, non, l'égalité homme-femme? C'est le tien et c'est ok. Et t'as raison, effectivement. On passe au sujet suivant. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu ne souhaites pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est une bonne question, ça. Si j'avais plus que quelques jours à vivre ou quelques mois à vivre, je passerais beaucoup de temps avec mes proches, je pense. Je pense que ces derniers temps, un peu prise par ce que je décrivais plus tôt, cet engrenage du quotidien et puis le boulot, on s'éloigne en fait. Et en fait, je trouve que
la vie, elle est riche aussi dans les interactions, dans les relations. Donc, je crois que j'essaierai de passer beaucoup de temps à me nourrir de ça. J'ai pas trop de défis, genre je voudrais à tout prix avoir fait ceci. J'aime pas les cases à cocher, en fait. Voilà. Je crois que je vivrai ma vie presque normalement. C'est juste que j'y accorderai... En fait, j'enlèverai tout ce qui m'emmerde. Pardon pour le gros mot, mais c'est exactement Il y a ça. beaucoup de choses qui t'emmerdent? Il y a des choses dans le quotidien où je me dis, oh là là, ça, si je pouvais m'en passer, j'en m'en passerais. Je crois que je ne garderai que ce qui me met en joie. T'as un ou deux exemples de trucs qui te... Qu'est-ce qui me met en joie? Accompagner mes clients, ça me met en joie. Passer du temps avec mes proches, ça me met en joie. Faire des choses comme du yoga, de la danse, de la musique, du chant. Enfin, tout ce qui est une manière d'exprimer ma créativité me met en joie. Écrire me met vraiment, vraiment en joie. Je crois que j'écrirai énormément. Tiens, je laisserai peut-être un livre. Ok. S'il me restait plus que quelques mois, j'aurai le temps d'écrire un livre. Bon, moi tu sais au moins en tout cas Oui, comment avancer et quoi faire. c'est pas mal. Même si je te souhaite que ça arrive le plus Oui, le j'en plus, écris le plus plusieurs. longtemps et que tu écrives avant justement avant de savoir. Leçon de vie, quelle est la leçon de vie que tu aimerais partager? Alors, la leçon de vie que j'aimerais partager. En fait, il n'y en a pas pour moi. Il n'y en a pas. On est tous sur un chemin. Et en fait, l'objectif, c'est de se rapprocher de soi. D'accord? Moi, comme je vois la chose, dans mon monde, il y a moi et il y a le chemin vers moi, en fait. Et quand je parle de moi, c'est pas mon moi de l'ego, du mental, etc. Je parle de mon moi profond. Je parle d'aller toucher justement à mon âme, à vraiment pourquoi je suis venue ici, sur cette terre, pourquoi je me suis incarnée. Pardon pour ceux qui nous écoutent, c'est peut-être un peu perché, mais profondément dans mon monde, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, le but de la vie, c'est ça, c'est de se rapprocher de soi. Et je pense que tant qu'on est dans cette logique de développement personnel pour être heureux aujourd'hui, à l'injonction au bonheur, etc., tout ça, pour moi, ça n'a pas de sens. En fait, la seule chose qui compte, c'est ton chemin et où tu es dans ton chemin par rapport à toi. Et en fait, toute ta vie, tu chemines vers toi. Et plus tôt tu te retrouves, plus vite tu es dans la plénitude. Mais il n'y a pas une leçon, il n'y a pas un bon chemin, un mauvais chemin, en fait. Tu es toujours en perfection dans ton chemin au moment où tu y es, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris très récemment, d'arrêter d'avoir un objectif de développement personnel, en fait. Je suis dans ma perfection aujourd'hui. Alors, bien sûr que cette perfection, elle n'est pas parfaite, mais... Elle est parfaitement imparfaite. Ouais, exactement. Donc ta leçon de vie, c'est apprécier le moment présent et savourer et accepter du coup l'état dans lequel tu es. Ouais, c'est accepter que cheminer vers soi, c'est justement, c'est un chemin, c'est un processus, c'est pas un objectif. Donc il faut vivre le trajet Oui, et non pas viser la destination. exactement. C'est pas très original peut-être, mais je crois que c'est vraiment ça. Si c'est ce que tu penses et si c'est ce que tu ressens, c'est original. Ouais. Voilà. L'acceptation. Top, on passe à la prochaine phase. Question à un inconnu. C'est à ton tour de poser une question au prochain inconnu. Interview qui aura lieu cet après-midi. Moi, j'aime bien la question de la vibration parce que c'est encore plus profond que qu'est-ce qui te motive. Donc, moi, j'aimerais demander à cet inconnu, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Ok, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? C'est noté et tu pourras écouter la réponse Ah, avec plaisir. dès sa parution. Prochaine étape, le titre de l'épisode. J'ai pris le parti de laisser mes invités choisir le titre de l'épisode. Est-ce que tu peux me donner 2 mots sur ce que tu viens de me raconter, sur ce qu'on vient de vivre, pour le titre de notre épisode? Premier truc qui me vient, c'est ici et maintenant. C'est que ça doit être le bon. Hein. C'est clair, c'est net, ok, c'est tombé, ici et maintenant. Oui. Ok, c'est dans la boîte? C'est dans la boîte. Allez, c'est dans la boîte. Dernière question, et la dernière question de ce podcast est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Ah, qui suis-je? Eh bien, je suis Amandine Deslandes. Je viens d'avoir 40 ans. Je suis maman d'un petit garçon qui a 2 ans et demi, qui s'appelle Liam. Je suis entrepreneur. J'accompagne avec mon associé, qui est un grand navigateur français qui s'appelle Christopher Pratt, des dirigeants et leur entreprise en utilisant la voile de compétition. Et donc, on emmène les gens en bateau pour leur faire travailler leur manière de décider, de communiquer, de faire face à l'aléa. On les met dans un environnement complexe et incertain, hein, la mer étant par définition imprévisible, pour leur permettre de travailler leurs soft skills
Ces fameuses compétences douces qui permettent d'interagir. L'objectif étant de mettre de la confiance en eux, en l'autre et en l'avenir. Ok. L'entreprise s'appelle Marseille, M-A-R-S-A-I-L, puisque donc on a été fondé il y a plus de 15 ans ici même dans la cité phocéenne. Et donc, vous l'avez compris, on travaille autour de la voile. Ok, est-ce que tu vas rajouter un truc? Quand je ne suis pas occupée à tout ça, j'écris des livres, c'est pour ça que je parlais de l'écriture, et j'ai notamment écrit 3 biographies, dont une de Simone Veil, voilà, et je suis vraiment très concernée par le fait de porter son message qui, je crois, malheureusement est encore fort d'actualité. Merci. On va déclure. Allez, Merci beaucoup Amandine pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Amandine. Je vous invite à partager, commenter si c'est le cas et je vous retrouve très rapidement avec un nouvel épisode et un nouvel inconnu. Merci Amandine. merci à toi.